Merci beaucoup. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, vous avez suivi pendant de nombreuses années les collectivités, les territoires d'outre-mer pour le journal Le Monde et vous publiez jeudi prochain ce livre Nouvelle-Calédonie, la tragédie. C'est aux éditions du Cerf. Évidemment, un livre éminemment d'actualité, Patrick Roger. On a raison, on a envie évidemment d'avoir votre avis, vous qui connaissez bien les situations sur place, vous qui vous êtes rendu à de nombreuses reprises sur ce qui se passe actuellement là-bas et d'abord ces violences. Alors cette nuit a été plus calme, plus apaisée, l'état d'urgence a été mis en place. Est-ce que la situation peut se calmer durablement, selon vous? Il y a encore des foyers... de résistance dans certains quartiers. La situation est loin encore d'être sous contrôle. Je pense néanmoins que les renforts de forces de l'ordre qui sont arrivés ces derniers temps devraient permettre de reprendre le contrôle de ces quartiers. Maintenant, est-ce que la situation est apaisée pour autant politiquement? C'est pas encore le cas. C'est on va revenir évidemment sur la question politique. La fin, mettre un terme à ces pillages, ces incendies qui ont eu lieu ces derniers jours. Mais ensuite, politiquement, la situation reste extrêmement tendue. On va revenir sur la question politique, mais sur la question des violences, est-ce que de telles émeutes étaient prévisibles? On ne s'attendait pas à une explosion aussi soudaine, aussi brutale. C'est clair, depuis des mois, tout le monde était un petit peu en alerte, parce que... on reviendra certainement sur le processus. Oui. Mais une explosion de cette nature, et puis on savait que... vous avez entendu parler maintenant de cette fameuse cellule de coordination des actions de terrain qui a été mise en place par une partie du FLNKS, du Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, en l'occurrence sa composante la plus importante, l'Union calédonienne, donc qui avait mis en place cette cellule de mobilisation et qui, graduellement, faisait monter la pression. Et ils avaient alerté, ils avaient averti. Il y a une phase 1 de mobilisation, une phase 2, on était passé au stade supérieur. Et la semaine dernière encore, ils disaient, là, on est à 2,5. Donc on savait que... ça pouvait exploser. Mais est-ce que les partis indépendantistes... Mais de manière aussi violente, aussi brutale, ça, on s'y attendait pas. Est-ce que les indépendantistes, ils ont été débordés par de jeunes Kanaks? Ouais. Non, mais très clairement, il y a une perte de contrôle qui s'est effectuée d'abord... encore une fois, cette cellule de coordination des actions de terrain, émanation de l'Union calédonienne, c'est progressivement autonomisé du parti politique, a pris ses propres décisions, a commencé à prendre ses propres décisions, décider elle-même de ses actions de terrain, et les dirigeants de l'Union calédonienne eux-mêmes, la semaine dernière, le président de l'Union calédonienne, Daniel Goa, donnait un entretien à la télévision calédonienne et disait il faut absolument qu'on reprenne le dialogue parce que sinon, je reprends son expression, nos soldats vont entrer en guerre. C'était l'expression qu'il utilisait. Donc, lui-même avait perdu le contrôle. Et deuxième chose, c'est que au fur et à mesure que les actions comme ça prenaient de l'ampleur, des jeunes, des quartiers, des jeunes des squats se sont greffés sur ça. Et ce sont eux qui... il y a à la fois des militants radicalisés qui tiennent les barrages, et puis des jeunes qui, pendant ce temps-là, profitent de l'occasion
pour se livrer à des pillages, des exactions, etc. Et dont la CCAT a perdu le contrôle. Justement, également. parce que vous avez rapporté ce mot de guerre. On avait Sonia Backès à notre antenne cette semaine, qui est une figure des loyalistes, ancienne secrétaire d'État, et qui, elle, parlait d'une situation de guerre civile. Est-ce que ce sont des mots qui correspondent à la situation? Alors moi, je dis sur ça, il faut faire très attention. Les responsables politiques doivent faire attention aux termes, aux mots qu'ils utilisent. Et je trouve que depuis plusieurs mois, il y a une sorte de surenchère verbale. La même Sonia Backès, donc, qui est la principale responsable du Parti loyaliste, qui est la présidente de la province sud, qui est... il y a un mois de ça à peu près, enfin le 13 avril, au moment de la manifestation, il y a eu d'énormes manifestations le 13 avril, et disait, je reprends là aussi ces termes, s'ils veulent mettre le bordel, mais nous aussi on peut mettre le bordel. Nous aussi, et puis on a entendu... Donc ça veut dire qu'il n'y a pas que les indépendantistes, les loyalistes ont aussi soufflé sur les braises, c'est ça? Absolument, absolument. Et moi, c'est ce que je déplore, c'est cette irresponsabilité, entre guillemets, des responsables politiques qui, à tour de rôle en même temps... Sonia Backès, elle parle aussi de racisme anti-blanc. Est-ce qu'il y a du racisme anti-blanc? Et le racisme, il est dans les deux sens. Le racisme, il est dans les deux sens. Alors... là aussi, il faut faire attention aux termes qu'on utilise. Dire la société calédonienne, depuis les années 1980, a énormément évolué. Aujourd'hui, ça a toujours été une société mélangée, enfin, de diversité, mais... Depuis les années 1980, bon, maintenant, ces communautés, ces différentes communautés vivent ensemble, travaillent ensemble, étudient ensemble, surtout les jeunes. Mais est-ce qu'il y a des inégalités? Est-ce qu'il y a une répartition inégale des richesses? Est-ce que ça peut expliquer aussi ce qui est en train de se passer? Bien entendu, bien entendu. C'est pour ça, la crise politique que l'on connaît aujourd'hui n'est pas liée uniquement au projet de loi qui vise à modifier le corps électoral. Ça, c'est une sorte de détonateur, mais tous les ingrédients étaient là. Malgré tout, on est sur un contexte de crise économique, sociale, d'inégalités sociales qui sont flagrantes, mais surtout ce qui pèse aujourd'hui dans ce climat-là, c'est l'effondrement de la filière de l'économie du nickel, de la filière du nickel, sur laquelle la Nouvelle-Calédonie a prospéré pendant des années, et aujourd'hui qui est en train de s'effondrer. Mais est-ce qu'aujourd'hui ils vivent ensemble, ou est-ce qu'aujourd'hui il y a... Oui. Il y a, enfin, on a 15% aujourd'hui de mariage mixte. Hein. Il y a encore, alors c'est vrai quand on va à Nouméa, en certains endroits, on voit bien qu'il y a les blancs d'un côté, les Kanaks de l'autre. C'est le mélange est pas. Mais encore une fois. Et c'est ça qu'il faut retrouver. L'accord de Nouméa, qui est le préambule de l'accord de Nouméa, c'est un des plus beaux textes de la République que je connaisse, qui parle de souveraineté partagée, mais surtout qui parle de destin commun. C'est ça qui reste l'ambition majeure, quel que soit le statut, l'indépendance ou un État associé, ou enfin, ce qui importe, c'est de préserver cette volonté de destin commun. Le devise de l'Union calédonienne au départ, c'était
deux couleurs, un seul peuple. C'est cet objectif-là qu'il faut absolument préserver et retrouver. C'est un objectif, mais est-ce que c'est le cas? On a entendu parler d'apartheid. Est-ce que c'est un mot qu'on peut employer? Là aussi, moi, je dis faisons attention aux mots. L'apartheid, ça a un sens bien précis. Ça fait référence à l'Afrique du Sud. Mais ça ne peut pas s'appliquer à la Nouvelle-Calédonie. Avec la ghettoisation, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Encore une fois, les inégalités persistent. Il ne s'agit pas de nier les inégalités, mais parler d'apartheid, ça n'a pas de sens. Comme encore une fois, dans les années 1980, on parlait de Nouméa la Blanche parce qu'il y avait les Kanaks dans les tribus, dans les provinces du Nord ou dans les îles, et puis une véritable ségrégation sociale à ce moment-là. Depuis, on compte dans la province sud, à Nouméa, 25 000 habitants d'origine mélanésienne. Donc ce n'est plus le cas. Même si la dernière fois que j'y suis allé, c'était en décembre, j'étais choqué. Mais je vais vous dire, c'est la plage de Lansvatar, donc à Nouméa, a longtemps, pendant plusieurs mois, été fermée à cause des attaques de requins. Et donc maintenant, il y a un filet un barrage anti-requin qui a été installé. La plage a pu rouvrir. Mais elle est ouverte à tout le monde. Et paradoxalement, les Mélanésiens qui se baignent à Lansvatar ont décidé de se baigner à part, à côté. Mais c'est eux qui ont décidé de ne pas se mélanger. Ça m'a, là, pour le coup, énormément choqué. Patrick Roger, on va parler de la situation institutionnelle, parce que ces émeutes, vous l'avez dit, le déclencheur, ça a été ce projet de loi de révision constitutionnelle qui est examiné en ce moment même au Parlement. D'abord, un mot pour qu'on comprenne bien comment est organisée institutionnellement la Nouvelle-Calédonie et qui détient le pouvoir aujourd'hui. Alors, encore une fois, c'est un système très... Je veux dire, on est là hors du champ constitutionnel habituel. Je veux dire, la Nouvelle-Calédonie dispose d'un statut sui generis, comme on dit, très, très particulier. Donc, on a, sur un territoire de 270 000 habitants, on a d'abord 3 provinces. Province sud, qui est la plus riche, où se concentre l'essentiel des activités, la province nord et la province des îles, les îles Loyauté. Donc, ce sont les élections provinciales qui sont cruciales, sont déterminantes pour élire pour élire les institutions. Oui. Donc, et du coup, qui a le pouvoir aujourd'hui? Ils élisent des représentants provinciaux aux assemblées de province. Et parmi ces représentants aux assemblées de province, un certain nombre sont également élus au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. À l'heure actuelle, la province sud qui élit le plus de représentants est loyaliste. Les indépendantistes dirigent les 2 autres provinces, la province nord et la province des îles. Et au Congrès, depuis les dernières élections provinciales de 2019, elles ont lieu tous les 5 ans, les indépendantistes ont pris la majorité. Grâce à la pointe, c'est encore une autre complexité, d'une nouvelle force politique qui est apparue en 2019, qui s'appelle l'Éveil océanien, qui représente les Wallisiens et les Futuniens. Et maintenant, depuis 2022, les indépendantistes sont également majoritaires au gouvernement. Donc ils dirigent le gouvernement, ils dirigent le Congrès. Donc ils sont majoritaires. Donc ils sont majoritaires. Alors,
pourquoi juste cette réforme est si mal acceptée par les indépendantistes? C'est une réforme qui vise à dégeler le corps électoral. Voilà, donc vous l'avez à de nombreuses reprises expliqué. Depuis 2007, la révision constitutionnelle qui avait été portée par Jacques Chirac, le corps électoral pour les élections provinciales a été gelé, de telle sorte que ne peuvent voter que les Calédoniens qui étaient déjà inscrits sur les listes. Arrivés, qui pouvaient voter avant, qui étaient résidents avant 1998. Et depuis, ce corps électoral est gelé. Donc aujourd'hui, juste il y a un Calédonien sur 5 qui ne peut pas voter à ces élections provinciales. Exactement. Non seulement des non-Kanaks, entre guillemets, parce que ce ne sont pas seulement des Européens, ce sont aussi des Wallisiens, des Futuniens, mais également des gens qui sont nés sur le territoire, Kanak et européens. Mais alors, du coup, juste Patrick Roger, parce que là... 25 000 personnes environ, en tout, 45 000 personnes qui ne peuvent pas voter. Et là, ça ferait 25 000 personnes en plus qui pourraient voter avec cette réforme. Mais donc, cette réforme, les indépendantistes n'en veulent pas. Est-ce que juste c'est cette réforme spécifiquement, ou est-ce que cette réforme, c'est un peu le symbole du fait que les indépendantistes, finalement, n'ont jamais accepté le résultat des 3 référendums qui ont dit non à l'indépendance ? Oui, pour eux, ça a été effectivement, ça a été vécu comme un échec, parce que l'accord de Nouméa, c'était une marche vers l'indépendance. Quoique ces rédacteurs ne l'ont jamais exprimé tel quel, mais c'était en dotant la Nouvelle-Calédonie d'institutions que je viens de décrire, comme ça, c'était faire en sorte que les Calédoniens fassent l'apprentissage de la gestion qui les conduise vers une sorte d'indépendance. Mais du coup, comment on en sort ? Parce que les indépendantistes, est-ce qu'ils veulent vraiment dialoguer ? Est-ce qu'ils veulent vraiment travailler sur un avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie ? C'est pas seulement les indépendantistes. C'est les indépendantistes et les loyalistes. Sont-ils capables aujourd'hui de se mettre autour de la table pour envisager, encore une fois, cet avenir commun. Pour vous, ils ne sont pas capables, aujourd'hui ? Quand on dit qu'il n'y a pas eu de dialogue, de négociation, etc., depuis les référendums, ce n'est pas vrai. C'est pas le cas. Depuis 3 ans, y compris même avant le troisième référendum, il y a eu des tas de tentatives de mettre tout le monde autour de la table pour engager justement une discussion sur, quel que soit le résultat, indépendant, oui ou non à l'indépendance, mais on allait vers le non à l'indépendance, mais quel que soit le résultat, voilà, vers quel avenir veut-on tendre ? Mais depuis 3 ans, chaque fois que, encore une fois, on a voulu les... Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, la sortie est mais chaque impossible. fois qu'on a voulu engager ces négociations, il a toujours manqué l'un ou l'autre des partenaires. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est plus, encore une fois, dans les années 1980, où on avait deux forces politiques majeures, et avec deux personnalités, Jean-Marie Djibaou et Jacques Lafleur, qui ont su se hisser alors qu'on sortait d'une quasi-guerre civile. Aujourd'hui, les deux camps sont totalement morcelés, divisés, fracturés, les uns et les autres, avec au sein de chaque camp des surenchères permanentes, ce qui fait que
quand les uns s'assoient à la table, les autres claquent la porte, quittent la table, etc. Et on n'a jamais réussi à aboutir à un accord. C'est ça aussi qui est dramatique, c'est cette... Je parlais tout à l'heure d'irresponsabilité verbale, mais il y a aussi l'irresponsabilité dans les faits, en fait. Merci Patrick Roget, merci. On suivra évidemment la situation en Nouvelle-Calédonie dans les prochains jours. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et pour mieux comprendre ce qui se passe, les racines de ce qui est en train de se passer en Nouvelle-Calédonie, il y a votre livre Nouvelle-Calédonie, la tragédie, c'est aux éditions du Cerf, ça sort jeudi prochain. Merci beaucoup. Merci Patrick Roget d'avoir été avec nous. C'est l'heure de notre débat de la campagne des européennes, débat entre deux candidats.